Bonsoir et bienvenue dans Ça vous regarde, très heureuse de vous retrouver. Au sommaire ce soir, l'urgence absolue à Mayotte. Après une première nuit sous couvre-feu, la situation reste très difficile dans l'archipel. Les habitants manquent de tout, l'acheminement de l'aide est encore trop lent. Alors faut-il un renfort international? C'est l'une des questions de notre grand débat ce soir. Notre invité franc-parler ce soir lance une initiative inédite. Patronat et syndicats s'unissent pour réclamer de la stabilité politique. C'est l'avenir des entreprises et des salariés qui est en jeu, dit-il. François Asselin, le patron de la CPME, sera avec nous dans la deuxième partie. Enfin, la question qui fâche ce soir est si la proportionnelle nous sortait de la crise politique. L'idée chère à François Bayrou fait son chemin à l'Assemblée, face à face entre deux constitutionnalistes ce soir, Jean-Philippe de Rosier, Benjamin Morel, à la fin de cette émission. Voilà pour le sommaire. Installez-vous, ça vous regarde. C'est parti. La solidarité s'organise à Mayotte, un double pont aérien et maritime s'est mis en place, mais la situation reste toujours très difficile. 4 jours après les ravages du cyclone Chido, les autorités redoutent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de morts, des pénuries d'eau, de nourriture et le retour des épidémies. C'est donc dans ce décor apocalyptique que Emmanuel Macron, le chef de l'État, arrive demain sur place. On va faire ce soir le point sur la situation humanitaire et sanitaire avec nos invités. Bonsoir David Riemann, bienvenue. Vous êtes député gauche démocrate et républicaine de Guyane et vous présidez ici à l'Assemblée nationale la délégation aux Outre-mer. Bonsoir Céline Soula. Ravie de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes journaliste au pôle Outre-mer à France Télévisions. Vous êtes né à Mayotte où une partie de votre famille est sur place. Bonsoir Louis Clément Krems. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur adjoint aux affaires générales de la Fédération nationale de la protection civile. C'est une association de bénévoles, des médecins, des infirmiers, des humanitaires qui s'apprêtent d'ailleurs depuis la Réunion à acheminer de l'aide à Mayotte. Enfin, bonsoir Cyril Hanap. Bienvenue, architecte, spécialiste des risques majeurs. Vous travaillez depuis 10 ans à Mayotte sur l'habitat insalubre. Avant de vous entendre dans le détail sur la situation, est-ce qu'on peut commencer à imaginer un peu plus d'espoir pour l'avenir de Mayotte ce soir? On va faire le point sur les questions qui se posent. Elles sont politiques. C'est dans le récap de Bruno Donnet. Bonsoir mon cher Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Alors, l'État est-il au niveau? Alors, 4 jours après les ravages du terrible cyclone qui a ravagé Mayotte, une polémique est en train de naître et c'est un ancien ministre de l'Intérieur qui l'a mise en mots hier après-midi à l'Assemblée nationale. Nous nous interrogeons sur la capacité qu'a notre pays à aider une population manifestement pleine de souffrances et de difficultés. Sommes-nous capables de porter assistance à Mayotte? Pour l'heure, les images qui nous parviennent sont celles d'un théâtre de désolation absolue, certes. 120 tonnes de nourriture ont été distribuées aujourd'hui, mais il n'y a plus d'électricité sur la majeure partie du territoire. Seules 2 usines d'eau sur 6 ont été réparées. L'eau potable n'arrive plus. Et là où il y en a, le pack de 6 bouteilles se vend jusqu'à 18 €. Rien n'avance donc et les critiques commencent à pleuvoir. Je ne comprends pas pourquoi on ne va pas plus vite. On dit que chaque heure compte, mais on entend aussi que les secours arrivent au compte-gouttes. Et au cœur des critiques, un homme, le tout nouveau Premier ministre. François Bayrou, à peine nommé, est déjà dans l'œil du cyclone. La faute à une série de maladresses. La première, il l'a commise ici même, hier après-midi. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le Président de la République quittent en même temps le territoire national. Oups, grosse sortie de route, car le département de Mayotte fait, c'est pas de bol, partie du territoire national. Mais c'est pas tout. Invité hier soir de la grande opération caritative organisée par France 2, François Bayrou a également essuyé la question faussement naïve de l'animateur de la soirée.
Dans ce genre de situation, qui agit, qui est sur le terrain, qui a les commandes de ce qui se passe au niveau de l'État? Très bonne question. Sous-entendu, comment se fait-il qu'on ne vous ait pas encore vu à Mayotte, monsieur le Premier ministre? Alors la réponse est assez simple. François Bayrou a totalement délégué la représentation de l'État à Bruno Retailleau. Si on veut que les choses fonctionnent bien, on va mettre le paquet. On mobilisera tout ce qu'on peut mobiliser en termes de moyens civils, en termes de moyens militaires. Et pour ce qui concerne l'incarnation de la nation, cette fois, eh bien, c'est Emmanuel Macron qui s'en chargera tout seul. Nos compatriotes vivent le pire à quelques milliers de kilomètres et je me rendrai à leur côté dans quelques heures à Mayotte. Bref, au moment où Mayotte appelle à l'aide, le Premier ministre est aux abonnés absents. Il a toutefois promis qu'il s'y rendrait après la formation de son gouvernement, où l'on comprend, Myriam, que la politique est aussi une affaire de priorité. Merci beaucoup Bruno Donnet. Alors on devait être en ligne avec la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, mais c'est pas si simple en fait, Céline Soula. Les liaisons sont la communication précaires. est très compliquée parce qu'il n'y a que vers Mamoudzou qu'on peut avoir un semblant de communication et ça dépend encore de quel côté de Mamoudzou on se trouve. Vous-même, vous avez mis du temps avant d'avoir les vôtres. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai ma famille pour m'appeler, parce qu'on essaie de s'appeler quand on peut, doit se déplacer. Ma sœur, par exemple, est allée mettre de l'essence parce qu'il y a des problèmes de pénurie d'essence. Évidemment, il y a la queue dans les stations-service. Donc, elle a pu mettre de l'essence. Donc, elle a pu quitter un petit peu le village et brancher son téléphone dans la voiture, rouler et charger en fait, parce que sinon c'est impossible. Et se rapprocher de Mamoudzou, parce que si elle est à Sada, ou de notre village, un peu plus au sud, là c'est plus compliqué. Donc il faut se déplacer ou alors trouver des points culminants où le réseau, où on espère avoir un peu de réseau. Donc c'est très compliqué de communiquer en ce moment. Alors on a encore un bilan provisoire. Les autorités redoutent qu'il soit beaucoup plus important. De quoi les habitants manquent le plus? La pénurie d'eau, quand l'eau courante vient à manquer, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe que les gens essayent de se rabattre vers les rivières, s'il y en a, parce que là, avec toute la pluie et la boue, tout ce que vous voyez qui est charrié par la pluie va dans les rivières. Donc les rivières ne sont plus du tout... l'eau n'est pas bonne, c'est dangereux, etc. Donc c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on se retourne vers cette eau-là, sauf qu'elle n'est pas du tout consommable. Et il faut aller sur les points d'eau, les fontaines d'eau. Alors là, c'est pareil. Il y a beaucoup de monde, il n'y en a pas partout, tout n'est pas en état, donc c'est très difficile. Donc c'est vraiment une course pour avoir un verre d'eau, pour avoir une petite bouteille d'eau. Quand vous allez dans les magasins, quand il y en a, c'est hors de prix. Donc pour les habitants, c'est vraiment une catastrophe. Parce le manque d'électricité aussi, il y a un manque d'électricité, qui fait qu'on ne peut même plus tirer de l'argent. On ne peut pas, voilà, alors les gens n'ont pas d'argent, parce qu'ils ne peuvent pas aller dans les distributeurs, il n'y a pas de courant. Ils ne peuvent pas avoir de l'eau, parce qu'il faut se déplacer parfois très loin pour avoir de l'eau. Et quand vous allez quelque part, il y a beaucoup de monde. Et, bon, c'est vrai que les gens sont assez disciplinés. Il y a une espèce de... On a vu des files d'attente, des files d'attente des supermarchés dont les rayons étaient vides. Les gens, ça ne sert plus à rien de se pousser, de se bousculer. Et on attend, on a que ça à faire parce qu'on se dit, tout nous tombe sur la tête, c'est une catastrophe. Donc, il y a la résignation aussi. Et puis, un grand désespoir. Vraiment. Un grand désespoir, on va les entendre, les habitants de Mayotte, grâce aux équipes de l'AFP. C'est un sujet de Maïté Frémont. Je vous donne la parole juste après. Moi, à mon échelle, je suis quelqu'un de privilégié, parce que j'habite quand même une maison en dur. Tout autour de nous, il y a énormément de bangas. Ces bangas, les voici, des centaines de cabanes en tôle de récupération, toutes détruites. Morgane vit à Mayotte depuis 6 mois. Elle est la principale de ce collège de 1600 élèves, la plupart vivant dans ces bidonvilles. On est à ce stade de
reconstruction. Pour l'instant, pas d'eau, pas d'électricité, hein, donc on est à la bougie et puis on récupère de l'eau comme on peut. On avait une certaine quantité de réserve, mais ça va commencer à devenir plus difficile. Coupée du monde, voilà le sentiment de Lara. Elle aussi est en attente de la distribution d'eau et de nourriture, avec la crainte, un peu plus chaque jour, d'un risque de pénurie. Là, on cherche de l'eau à boire. Les packs d'eau se font rares. On manque de sardines aussi, les produits en conserve là. Tout ça se fait rare, donc on recherche. Depuis la Réunion, 200 conteneurs sont attendus sur l'île, mais l'acheminement prend du temps. Les communications avec l'archipel sont difficiles. On ne reçoit plus la radio, on n'a plus d'électricité, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait même pas ce qui se passe de l'autre côté. Sur Petite Terre, on n'a même pas de nouvelles avec Grande Terre. Les secours s'activent pour remettre en état l'hôpital, en partie détruit. Il y a le toit qui s'effondre, on n'est pas très en sécurité, même moi qui suis là, bon je me sens pas en sécurité, mais il faut faire quand même le tout pour sauver ce qu'on pourra. Le territoire redoute désormais la propagation d'épidémies comme le choléra. Alors pour l'heure, pas de choléra, hein. Pour l'heure, vous confirmez. Mais il y a une crainte, comme il n'y a pas très longtemps, il y a eu le choléra, et avec ce qui se passe, évidemment c'est la hantise maintenant. Louis-Clément Krems, expliquez-nous très concrètement comment les humanitaires travaillent. Il y a une grosse difficulté d'accès à l'aéroport de Mamoudzou, à Mayotte, parce qu'il a été touché lui aussi. Vous avez vous-même des denrées alimentaires à faire passer depuis la Réunion. Où en est-on ? Oui, tout à fait. Alors en fait, il y a 4 axes majeurs aujourd'hui pour Mayotte. C'est la distribution de denrées alimentaires et d'eau potable. Vous l'avez dit dans votre reportage, c'est des manques qui sont essentiels pour les populations aujourd'hui. Il y a le déblaiement des axes de communication, et notamment le rétablissement de l'aéroport et des routes maritimes, et puis de l'aéroport, effectivement. Vous avez l'accompagnement au niveau sanitaire, donc avec des médecins et des infirmiers que nous envoyons. Il y a un hôpital provisoire de campagne qui doit normalement être mis en place. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Ça avance? Alors, pour l'instant, on n'en sait pas plus parce que les équipes, elles ont besoin de mettre en place un campement de base. En fait, c'est très difficile d'aller intervenir sur une zone si on n'a pas, nous, l'assurance d'avoir de l'électricité, de l'eau, également une ligne d'approvisionnement depuis la Réunion qui est régulière pour que les équipes, en fait, qui vont intervenir, elles interviennent aussi en sécurité et avec tous les besoins essentiels qui sont comblés. Donc, il y a effectivement l'accompagnement médical, puisque vous l'avez dit, l'hôpital est partiellement détruit, donc il ne peut plus couvrir la situation sanitaire à Mayotte. Et enfin, il y a l'accompagnement psychologique, puisqu'on le néglige souvent, mais il y a des personnes qui ont tout perdu, qui ont perdu leurs proches, leurs habitations, et qui ne peuvent plus couvrir leurs besoins essentiels. Ils ont besoin d'un soutien psychologique aussi. Ça veut dire que 4 jours après, ce soir, il y a encore des quartiers, des secteurs dans l'île qui ne sont pas accessibles au secours. Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. À cause de quoi? À cause des routes qui sont très mauvaises, à cause de tout ce qui est tombé, des tôles, des arbres arrachés? Il faut juste comprendre que toutes les routes de Mayotte, parce que lorsqu'on échange avec les collègues qui sont là-bas, toutes les routes de Mayotte ont été encombrées, obturées de différents matériaux issus du cyclone. Donc ils ont d'abord dégagé les voies principales, bien sûr, qui permettent d'accéder aux gros foyers de population. Mais après, toutes les routes secondaires, les pistes qui permettent d'accéder après à différents quartiers d'autres communes, ça prend plus de temps et c'est bien plus compliqué aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont coincés? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a une idée de combien de personnes, de mesurer l'ampleur de ces gens qui sont encore prisonniers de Chido? Alors c'est vrai, c'est difficile à donner, c'est difficile pour donner un chiffre parce que justement, déjà, ce sont des endroits qui sont très difficilement accessibles. Et ce qui est très, très curieux, c'est que on voit personne. Alors c'est très curieux. On se dit, sur les images, c'est la désolation. C'est terrible. Ils sont où ces gens? Est-ce qu'ils sont sous les gravats? Est-ce qu'ils sont sous les amatolls? Ils sont où? Et ça c'est vraiment un problème parce qu'on se dit voilà, on ne sait pas combien il y a de morts, combien de blessés, et on se dit mais ils ne sont pas volatilisés. Donc on craint que ça soit vraiment terrible. Pour bien comprendre, parce qu'on s'intéresse énormément aux bidonvilles, on va en parler, les bangas. Est-ce que c'est tous les Mahorais qui sont touchés? Toutes les habitations sont touchées? Tous les Mahorais sont touchés. Là-dessus, il y a malheureusement, c'est absolument ça. Que ce soit dans les bidonvilles, que ce soit dans les maisons dures, que ce soit dans tous les villages. C'est vraiment Mayotte qui est vraiment
C'est apocalyptique pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas de zone, voilà, quelle que soit la situation de la personne, quelle que soit la maison. Voilà, moi, j'ai de la famille voilà, qui me dit, voilà, le toit s'est envolé chez le voisin. Là, tout est tombé, il n'y a plus rien. C'est la saison des pluies. C'est la saison des pluies, etc. Donc, c'est vraiment tout le monde. Là-dessus, malheureusement, personne n'a été épargné. Ne plus avoir accès aux soins, c'est vraiment aussi un problème, même pour des personnes qui ne sont pas blessées par la catastrophe en elle-même. Des personnes qui ont besoin de faire des dialyses régulières, par exemple, elles ont vraiment besoin d'un accès aux soins. Et si les hôpitaux, les infrastructures ne fonctionnent plus, elles ne peuvent plus compter là-dessus. Et les personnes évacuées se comptent sur les doigts d'une main pour le moment Ils en ont parlé de 50, je crois, pour l'instant. Une cinquantaine. Oui. Le risque d'épidémie au-delà du choléra, l'insalubrité, ça aussi, oui, bien sûr. Ça plane. Oui, voilà. Et puis le nombre connu aujourd'hui, enfin le peu de personnes connues aujourd'hui blessées ou décédées, c'est seulement à l'hôpital. On ne sait pas, en dehors de l'hôpital, on n'a pas encore de chiffres. De chiffres exacts. Alors, est-ce que l'État est au rendez-vous David Rimal, 700 personnels de sécurité civile, 1600 policiers et gendarmes, 5 avions, dont un gros porteur A400M qui fait la rotation. Il y a 1000 km entre la Réunion et Mayotte. Depuis 3 jours, il y a 20 tonnes de fret. Est-ce que les pouvoirs publics se donnent les moyens, selon vous? Aujourd'hui, l'État fait ce qu'il est en mesure de faire à l'instant T. Mais pour nous qui connaissons un peu nos territoires et leur réalité, l'État est loin vraiment de prendre la mesure de la situation. Déjà, Mayotte était déjà en très grande difficulté avant le cyclone. Le cyclone, en gros, aujourd'hui, a carrément mis Mayotte à l'arrêt. Il faut juste se dire que tout Mayotte est à l'arrêt aujourd'hui. Donc, il faut tout redémarrer. Et donc, les moyens qui sont plus ou moins envoyés au fur et à mesure sur Mayotte prennent du temps, ne sont pas assez conséquents. C'est bien pour ça que nous, lorsqu'on s'est réunis lundi avec la délégation Outre-mer, on a tout de suite dit qu'il faut faire appel à l'aide internationale parce que plus il y aura des moyens mis en œuvre de façon massive tout de suite, ça permettra de faire baisser la tension aussi tout de suite au niveau de la population. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'aide internationale? Parce que la Croix-Rouge est sur place. D'ailleurs même, il y a un certain nombre de personnels de cette ONG qui n'est pas, qui est porté absent. Vous réclamez l'intervention des Nations Unies, vous réclamez l'intervention d'autres États, des États-Unis qui sont voisins? Tous les pays qui sont en mesure de nous aider aujourd'hui par rapport à ce que vit Mayotte doivent pouvoir le faire. Et si la France ne le fait pas, si la diplomatie française ne le demande pas... On en a vraiment besoin. Moi, aujourd'hui, oui. Pour ceux qui connaissent un peu Mayotte, lorsqu'on sait qu'un cyclone est passé et a tout balayé sur son chemin, il faut dire qu'un cyclone de cette puissance-là, Mayotte, c'est une petite île, en fait, une petite archipel. Et donc, lorsque le cyclone passe dessus et balaye tout, il faut tout recommencer. Et même les maisons dures ont été touchées. Il y a un ami qui a envoyé une vidéo, qui était un chef d'entreprise dans le nettoyage industriel. Tout son entrepôt, des grosses poutres, tout est parti. Il ne reste plus rien. Les gens ont tout perdu. Donc, on va parler de l'habitat dans un instant. À partir de ce moment-là, il faut déblayer, il faut commencer à évacuer les voies d'accès et apporter assistance aux personnes. Il faut des moyens conséquents. Et là, aujourd'hui, prendre la Réunion juste comme base arrière pour faire le mettre en place, ce n'est pas suffisant. D'accord avec ça, Céline Soula? C'est-à-dire que c'est vrai que tout est très long. Et puis c'est vrai qu'il y a cette halte d'abord à La Réunion, ensuite à Mayotte. Bon, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas des directs parce qu'il faut faire une halte, il faut charger et décharger. Peut-être que logistiquement, c'est peut-être difficile. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait déjà un arrêt, ensuite repartir, ensuite recharger, donc ça complique. On se demande pourquoi il n'y a pas un Paris-Dzaoudzi tout de suite. Donc, on comprend déjà ce que certains élus attendent du chef de l'État demain, aide internationale. Sur l'urgence absolue, j'entends monter l'état d'urgence. Est-ce que c'est ce que vous réclamez aussi? Mais ça aurait dû être déclaré tout de suite. Il y a le couvre-feu déjà. Est-ce que ça a évité les pillages déjà? Alors le couvre-feu, ça permet effectivement de contrôler les mouvements le soir pour éviter les pillages, les agressions, tout ce qu'il faut. Mais l'état d'urgence de Mayotte aurait dû être déclaré tout de suite. Je ne comprends pas que plusieurs jours après, 4 jours après, on en est encore là à tourner, tergiverser. État d'urgence. Il faut déclarer l'état d'urgence à Mayotte, je suis désolé, et il faut déclarer l'état de catastrophe naturelle tout de suite derrière, ou en même temps, pour que toutes les choses administratives puissent se déclencher tout de suite, parce que les gens ont tout perdu. Oui, Clément Krems, sur l'aide internationale, est-ce que... c'est impressionnant de voir qu'à Mayotte, on a l'impression que très très vite, on a demandé, et les autorités et l'État a demandé le coup de main des populations, de la métropole. On l'a vu sur les réseaux sociaux pour retrouver les familles, on le voit dans l'appel aux dons. Est-ce que cette solidarité-là suffit ou est-ce qu'il faut l'intervention d'autres humanitaires, d'autres pays peut-être? Il y a une très grande solidarité en France, on l'a démontré à plein d'occasions ces dernières années, notamment pour l'invasion de l'Ukraine.
Mais là, spécifiquement, aujourd'hui, c'est un véritable défi logistique d'acheminer des personnels et du matériel. Pour vous dire, en exemple, à la protection civile, on envoie un détachement de 50 personnes. Il faut les disséminer dans 6 avions différents commerciaux pour arriver jusqu'à La Réunion. Pareil pour le fret, il a fallu trouver des places parce que c'est 18 à 20 palettes de matériel qui doivent trouver place dans les avions. Et ça, c'est très dur à faire dans les premiers jours après la catastrophe. Donc, on a réussi à le faire. Aujourd'hui, le deuxième défi, qui est aussi logistique, c'est d'aller sur l'île de Mayotte et d'établir une base sécurisée pour ensuite aller dans toutes les zones qu'on ne peut pas visiter. La sécurité, la crainte des pillages, c'est quelque chose qui menace aussi les humanitaires. Alors, au-delà de la sécurité, c'est vraiment avoir un campement de base, puisque l'île, elle est effectivement loin de la Réunion. Donc, en fait, il faut se dire qu'en cas de problème, on a besoin absolument d'avoir une ligne d'approvisionnement qui vient régulièrement donc, de la Réunion ou de toute autre zone qui peut accueillir une base arrière. Et ensuite, on sera en capacité d'aller dans les zones qu'aujourd'hui, on ne peut pas visiter. C'est ça qui est important. Mais on va parler de l'habitat, parce que Cyril Hénape n'a pas encore parlé. C'est la spécificité de Mayotte. Un tiers de l'habitat est précaire. Il y a des quartiers entiers qui se sont écroulés. Et on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 100 000 personnes dans ces habitations-là, dont beaucoup ne sont pas recensées, souvent sans papier, venus des Comores. On apprend aussi que certains auraient pu partir, mais qui, par peur des expulsions et des arrestations, sont restés. Depuis quand c'est comme ça à Mayotte ? Alors, il y a une chose très importante à préciser sur Mayotte, c'est que dans les quartiers spontanés ou les bidonvilles, il y a 2/3 des habitants qui ont un statut légal. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose qu'on retrouve, nous ça fait 10 ans qu'on travaille dans différents bidonvilles de Mayotte, c'est un chiffre qu'on retrouve systématiquement. Vous avez 1/3 de Français, 1/3 d'étrangers qui ont des papiers, et effectivement 1/3 de sans-papiers. La question, c'est qu'il n'y a pas de logements sociaux à Mayotte. Il y a des logements qui sont faits pour les classes moyennes supérieures, mais pour les classes populaires, il n'y a aucun logement social qui existe. Parce qu'il n'y a pas eu de politique de logement social. Ça a beau être un département français, il n'y a pas de réelle politique de logement social. Il y en a eu une d'ailleurs qui a existé entre 1980 et 2000, ça s'appelait les cases SIM. C'était un truc très, très intéressant d'ailleurs et très innovant, mais qui a été arrêté parce que ça correspondait à rien. Donc c'est soit le bidonville, soit quoi ? Soit rien. Soit rien. Donc ceux qui appellent à la destruction des bidonvilles, ils appellent donc à la mise à la rue de centaines de milliers de personnes. Donc, il n'y a jamais eu de début de plan de relogement, parce que je sais que cette question quand même migratoire est en jeu, même si ce n'est pas la majorité, vous faites bien de le rappeler, parce que le rapport de l'INSEE n'est pas forcément sur ces chiffres-là, ils disent qu'il y a plus. Mais est-ce que quand on a voulu reloger, c'était pour expulser, très clairement, ou est-ce qu'il y a eu quand même un accompagnement pour essayer d'aller vers de l'habitation plus dure ? Alors, il y a toujours une distinction subtile, notamment la Fondation Abbé Pierre la rappelle toujours, entre l'hébergement et le logement. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut proposer parfois une place d'hébergement. Mais la place d'hébergement, c'est au maximum 6 mois, parfois prolongeable à 1 an, mais vous n'avez pas un logement. Donc vous, moi, tout le monde, on a des enfants qu'on inscrit à l'école, on a un réseau professionnel, on ne veut pas être trop loin de où on travaille, et parfois on peut avoir une basse-cour ou avoir une petite culture. Donc en fait, il y a la moitié de la population de Mayotte qui n'a que des logements en tôle. Et on leur propose pas mieux. Personne ne leur Comment propose vous, l'architecte qui avait travaillé à Mayotte, avez fait justement sur cet habitat-là? Et même si c'est bien trop tôt pour dire le mot de reconstruction, il faudra l'envisager. Comment vous voyez les choses? Alors, il y a sur ces zones-là, ce qui se passe déjà, c'est que les gens, on voyait des vidéos tout à l'heure sur une chaîne concurrente, les gens ont déjà commencé à reconstruire leur maison. C'est très engagé. Vous avez des vidéos, vous voyez les gens, les structures sont déjà là, ils ont récupéré les tôles, les maisons se reconstruisent. Le problème, c'est que, bien évidemment, la situation est encore pire que la situation précédente. Et c'est là qu'il faudrait agir rapidement. Alors, nous, on avait été missionnés par la ville de Mamoudzou pour travailler sur la sécurisation d'un quartier. C'est un projet qui est en cours. Le chantier, alors j'ai eu des nouvelles d'ailleurs tout à l'heure, le chantier est toujours là, le chantier peut reprendre, mais sur la mise en place non seulement de cheminement, la mise en place de réseaux, de sanitation, d'électricité, et surtout la mise en place d'abris. Alors, ces abris, c'est des politiques, c'est reprendre des politiques qui sont déjà en cours en Amérique latine, par exemple en Colombie, au Brésil, où on va s'appuyer sur les gens pour
aller vers l'amélioration et la sécurisation des personnes. En Alabama, tout le monde sait qu'il y a des typhons qui passent et que quand vous avez un typhon, les maisons seront détruites, mais tout le monde sait qu'il y a un abri dans lequel ils peuvent aller et se réfugier. En même temps, il y a eu des alertes très très nombreuses sur la question de l'habitat, à la fois précaire, mais pas seulement, parce qu'on l'a vu avec ce cyclone 200 km/h, ce sont aussi les habitants en dur qui ont été soufflés. Oui. Comment expliquer que rien ou presque n'ait été fait avant? Il y a des rapports parlementaires qui disaient en cas de cyclone, de députés ici même, ce sera la catastrophe absolue. On a attendu qu'elle arrive. Mais c'est toujours pareil. Oui, non, mais oui, parce que, enfin, ce que je voulais souligner, une chose, c'est que c'est vrai que jusqu'à maintenant, alors monsieur pourra peut-être me confirmer ou contredire, jusqu'à maintenant, il y a eu des constructions, je parle même des gens de Mayotte, pas forcément des gens qui... c'est vrai que c'est bien de souligner qu'il y a des gens, il y a des Mahorais aisés, il y a des gens qui sont des gens qui ne sont pas de Mayotte, mais qui sont là depuis très très longtemps, qui sont régularisés. Et il y a les gens qui arrivent, qui sont en situation régulière. Il y a ces trois, même plus, catégories de personnes. Et c'est vrai, ce qui se passe, c'est que souvent à Mayotte, on a construit sans permis. Pendant des années, il y a eu des gens construits. Moi, je suis du village de Sada. Je sais que Sada s'est construit un peu rapidement. Les gens s'accaparaient des terrains parce que c'est voilà, ça c'est à ma sœur, c'est à mon frère, etc. Bon, il faut qu'on soit ensemble et on construisait sans forcément de façon permis un peu anarchique. Voilà. Donc du coup. Ça, c'est un gros problème. Normes, ça a duré sans normes, donc c'était pas réglementaire. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas s'étonner aujourd'hui parce que ce ne sont pas des bâtisseurs. Les gens ont construit, ils construisent souvent par eux-mêmes. C'est toute la famille qui construit. Vous faites les briques, moi, je fais je mets le toit, etc. Je pense que, voilà, vous... Donc, il y a aussi ce problème-là. C'est quand les gens commencent à construire, maintenant, depuis très, très peu, où il y a des normes, on va avoir un architecte, on va faire ça d'une manière réglementaire, etc. Mais avant ça, ça fait quoi? Peut-être 15 ans, peut-être 10 ans, où on commence à avoir un permis de construire. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous imaginez bien, dans ce cas-là, que même ce sont des maisons en dur, mais comme elles ne sont pas construites aux normes, elles sont aussi fragiles. Elles n'ont pas tenu. Voilà, et ça expliquerait pourquoi les maisons en dur aussi ne tiennent pas. Alors, la parole du député, puisque les alertes étaient toutes là, David Riemann. Mais c'est toujours pareil, il faut toujours qu'il y ait une catastrophe ou une crise pour que l'État agisse ou réagisse correctement dans nos territoires respectifs. Ce n'est pas une première fois, et malheureusement, je sens que ce ne sera pas la dernière fois. Mais j'espère que Mayotte pourra se relever, grandit. En tout cas, nous, on va y veiller au niveau du Parlement avec je l'espère, un texte budgétaire dédié à Mayotte pour sa reconstruction et faire tout ce qu'il y a à faire. Mais au-delà de ça, juste un exemple. Parce que tout à l'heure, l'architecte Une délégation interministérielle, vous réclamez. C'est-à-dire qu'il y a un travail... Ils vont nommer un délégué interministériel. Mais derrière, il faut savoir sur quelle ligne budgétaire va être pris de l'argent pour reconstruire Mayotte. Donc ça, il va falloir l'évaluer et le financer. Mais au-delà de ça, juste un exemple. Vous savez, ce sont dans les territoires d'outre-mer qu'il y a le plus de logements insalubres. D'accord? C'est dans nos territoires. Et pour autant, paradoxalement, c'est dans ces mêmes territoires-là où l'argent qui est prévu pour le RHI, réservation d'habitat insalubre, est le moins fléché dans la politique publique. Ça veut dire qu'il y a une dichotomie entre ce que l'on constate sur nos territoires et ce qui est fait par les politiques publiques en la matière pour y répondre. Ce que connaît Mayotte en matière de bidonville, je connais quasiment la même chose en Guyane. Des bidonvilles qui grossissent parce que les gens ont besoin de se loger. Et la différence qu'il y a par rapport à Mayotte, la Guyane, c'est plus de 80 000 km². Il y a de la place partout. Mais pour autant, on est confronté au même problème parce que les politiques publiques ne sont pas adaptées à nos réalités dans nos territoires respectifs. D'ailleurs, je tiens à préciser une chose. Il y a quand même une politique de logement social et très social qui avait été engagée, d'ailleurs, aussi en Guyane et à Mayotte. Mais il y a eu un concours qui a été, avec des architectes qui ont été désignés lauréats, un concours organisé par le ministère de l'Outre-mer et le ministère du Logement. Et tout d'un coup, il y a des architectes alliés à des promoteurs et des entreprises ont été désignés. Et tout d'un coup, ces maisons n'ont pas pu être construites parce que tout d'un coup, on demandait une assurance dommage d'ouvrage, sauf qu'aucun assureur ne veut assurer la dommage d'ouvrage à Mayotte. Donc, on avait un programme qui s'appelait le logement locatif très social adapté, qui est bloqué depuis 2 ans,
parce que les DEAL, c'est-à-dire les ex-DDE locales, réclament une assurance dommage d'ouvrage qui n'existe pas à Mayotte. Et les assureurs ne prennent pas le risque avec les catastrophes potentielles. Voilà, et donc on n'a aucune politique. C'est le statu quo. Bon, on verra ce qu'il en est. Question, était-il hors sujet, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, lorsqu'il évoque la question migratoire? La gauche estime que c'est même une faute, comme nous l'explique Clément Pergaud. Regardez. À l'heure où Mayotte est encore sous le choc des dévastations, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, qui s'est rendu sur place lundi, n'a pas attendu pour mettre sur le devant de la scène un sujet central dans l'archipel, l'immigration. On a laissé les Mahorais seuls devant leur malheur, avec cette immigration qui est totalement incontrôlée. On pense qu'il y a autour de 100 000 clandestins en situation irrégulière qui vivent justement dans cette très grande précarité. Les logements précaires dévastés dans les bidonvilles de l'archipel sont pour beaucoup occupés par des sans-papiers. Le ministre fait donc le lien entre l'immigration clandestine et la vulnérabilité des habitations face aux cyclones. Réponse cinglante du communiste Fabien Roussel. On ne peut pas commencer aujourd'hui à dire que c'est de la faute des immigrés, il faudra reconstruire que pour les Français et les autres dehors, c'est le même peuple. Ils vivent ensemble, ce sont des cousins, des cousines, donc il est des frères, sujet, des Bruno sœurs. Retailleau avec Mais il ne connaît rien au sujet. Alors est-il pertinent de faire le lien entre l'immigration clandestine et cette tragédie? Le sujet est très sensible. Allez, on va terminer ce débat. Je vais vous donner la parole, Céline Soula, et puis vous conclurez, monsieur le député. Cette question-là, en parler juste après la dévastation, est-ce que c'était opportun ou pas pour vous? Je pense que le débat, c'était avant l'histoire de l'immigration. Là, on a, les choses se sont envenimées au fil des ans. C'est ça le problème. Et là, c'est sûr que amener le débat tout de suite, et je pense que c'est un peu prématuré. Moi, je pense que c'est prématuré parce que la question ne se pose pas tout de suite. Elle va se poser. Elle se pose, bien sûr. Mais les conditions, là, maintenant, c'est vraiment l'urgence, sauver les gens, trouver ces personnes qu'on ne sait pas où elles sont. Si elles sont mortes, blessées, on n'en sait rien. Et effectivement, réfléchir à comment on va construire demain, programmer, s'organiser. Peut-être, je pourrais dire, c'est peut-être maladroit, effectivement, dans un moment de désarroi absolu. Voilà. Mais ce débat-là, bien sûr, il ne faut pas l'occulter. Oui, il existe et d'ailleurs, il a fait l'objet de campagnes électorales avec les résultats que l'on connaît à Mayotte. David Riemann, le mot de la fin sur ce lien que fait immédiatement Bruno Retailleau. On a bien compris que Bruno Retailleau est coutumier du fait. Et lui, je pense que la question migratoire, c'est une obsession dans son esprit. Il va falloir qu'il trouve une solution avec ça. Pour autant, ce n'est pas du tout le moment de venir parler de ça au moment où, vu ce que traverse Mayotte. Et sur la question migratoire, j'ai presque envie de leur dire, au départ, la question migratoire est une question aussi en Guyane. Hein. Donc je ne l'aborde pas comme eux, ils l'abordent. Il faut juste se dire que lorsqu'on laisse une immigration se faire, ce n'est pas l'immigration elle-même qui a un souci, c'est sa non-gestion. Et le problème qu'il y a à Mayotte et qu'il y a aussi en Guyane, c'est parce que l'État ne s'est pas occupé. C'est comment on accueille les gens dignement, comment on régule, comment on organise la question migratoire. Mais le fait de dire aujourd'hui que maintenant il y a trop de migrants, il faut courir derrière et puis les faire partir, c'est complètement désuet et obsolète. Merci. On va s'arrêter là. Évidemment, on va suivre ce qui se passe à Mayotte et on espère que la protection civile pourra acheminer son aide très rapidement. Merci à vous. Bonsoir François Asselin. Vous êtes mon invité franc-parler ce soir dans un instant pour évoquer cet appel inédit. 7 des 8 organisations patronales et syndicales s'unissent pour réclamer au gouvernement et aux députés de la stabilité politique. L'avenir de nos entreprises et de nos salariés en dépend. Explication. Baptiste Garguy-Chartier, interview, juste après. Si on vous invite ce soir, François Asselin, c'est parce que vous lancez un message d'alerte sur la situation économique de la France. Vous tirez la sonnette d'alarme. Le risque, c'est un pays qui va continuer à s'affaiblir. C'est un pays qui, au niveau économique, va être dans une situation de plus en plus compliquée et du coup, qui aura de plus en plus de difficultés à rebondir. Donc bien évidemment, il va falloir s'attendre à voir le chômage augmenter. Alors est-ce votre expérience qui parle? Sans doute, car vous êtes entrepreneur du bâtiment, chef d'entreprise et président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. 2 mandats successifs, le premier en 2015, le suivant il y a 4 ans à peine, élu avec 90% des voix.
Alors qu'un gouvernement se fait toujours attendre, vous plaidez pour réagir et vite avec les autres branches patronales. Ce communiqué publié hier en témoigne. L'instabilité dans laquelle a basculé notre pays fait peser sur nous le risque d'une crise économique aux conséquences sociales dramatiques. Plus de 60 000 entreprises en danger, dites-vous, alors que le pays compte déjà 35 000 chômeurs supplémentaires depuis le trimestre dernier, selon l'INSEE. François Asselin, vous appelez à la responsabilité des politiques. Alors, pensez-vous que vous parviendrez à être entendu ? Et bienvenue sur ce plateau, François Asselin. Merci d'être là. Les syndicats et le patronat prennent leurs responsabilités quand les élus ne sont pas à la hauteur. Est-ce que c'est aussi ça le sens de votre appel commun ? Le sens de cet appel commun, c'est que finalement, l'angoisse des uns et l'angoisse des autres dans une entreprise, surtout dans les entreprises à taille humaine, les PME, lorsque l'atelier ne se remplit plus, lorsque le carnet de commandes baisse, eh bien, les salariés sont inquiets. Et le chef d'entreprise aussi. Et finalement, ce courrier commun que nous avons fait entre organisations syndicales et puis organisations patronales... À l'initiative de qui, tiens ? C'est à l'initiative de tous ceux qui ont été signataires. Hein. Eh bien, c'est pour dire cela, quoi. Ressaisissez-vous, parce que si vous faites tomber un gouvernement, si la France n'a pas de budget, en attendant, les conséquences sont directes, réelles, très clair dans le champ économique, dans le champ du secteur privé, dans le champ du secteur marchand, dans les entreprises, eh bien l'activité, qui est déjà pas très bonne, eh bien elle finit par s'arrêter. C'est un poison lent. On va y venir dans le détail sur les conséquences, mais il n'y a pas la CGT. Est-ce que vous le regrettez ? C'est les seuls qui n'ont pas signé. Oui, on le regrette. Pourquoi d'ailleurs ? Écoutez, la CGT, vous savez, c'est pas nouveau. Hein. Elle signe rarement des courriers communs, elle signe rarement un accord. Quand une entreprise est en difficulté, la position de la CGT, souvent, c'est de dire qu'il faut interdire de licencier. Écoutez, si on interdisait de licencier, l'embauche ne se passerait pas non plus, hein, on n'embaucherait plus. Puis d'autre part, il faudrait nationaliser toutes les entreprises de France, quelle que soit leur taille. Alors, venons-en aux conséquences. Vous nous dites que cette instabilité, elle a des conséquences très concrètes dans l'économie réelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un patron de PME que vous représentez, il lève le pied, il n'investit plus, il ne prend plus aucun risque ? Alors cela a commencé dès la dissolution de l'Assemblée nationale, où là, d'un seul coup, eh bien, on a vu le monde économique se mettre en mode pause. Hein. Effectivement, il y a une chose très importante qu'il faut comprendre en matière économique, c'est que vous avez une main invisible qui s'appelle la confiance. Et la confiance, ça repose sur la stabilité, la visibilité et la lisibilité. Vous perdez une Assemblée nationale, vous perdez un gouvernement, bien d'un seul coup, vous êtes dans un monde instable. Et puis bien, lorsque les propositions des uns et des autres font que bien, ça peut terroriser les entreprises, et bien là, tout le monde se met en mode pause. Et d'ailleurs, les Français s'y trompent pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on voit l'épargne des Français qui n'a jamais été aussi haute. Qui monte en flèche, oui. Qui monte en flèche, ça veut dire que le sentiment d'inquiétude n'est pas qu'un simple sentiment, c'est une réalité. C'est pourquoi nous appelons à sortir de cette situation pour nous donner des perspectives. Nous ne recherchons pas, entre guillemets, des subventions. Ce n'est pas ça le sujet. Nous demandons à avoir un environnement stable. Et pourtant, sans budget, François Asselin, vous avez échappé à la baisse des aides de l'État, notamment pour les PME que vous représentez. Les grands groupes ont échappé à de nouveaux impôts. Mais le budget de Michel Barnier n'était pas, entre guillemets, quelque chose qui nous plaisait dans toutes ces dimensions. Il était perfectible, nous l'avions bien dit. En revanche, nous avions, sur le coût du travail, obtenu un arbitrage qui était très favorable aux PME, puisqu'on ne touchait plus aux allègements de charges jusqu'à 2,5 SMIC. Si bien que ça concernait l'immense majorité des PME. Donc vous étiez d'accord avec le compromis. Donc on était au moins sur ce côté-là du budget plutôt satisfait. Et nous, ce que nous attendions, c'est de passer dans un autre mode, perspective. Parce que lorsqu'il n'y a pas de budget, vous voyez bien dans le milieu agricole, tout s'arrête. Donc tous ceux qui ont dit ici à l'Assemblée nationale, les Insoumis, comme le Rassemblement national, il n'y aura pas de catastrophe économique, ont menti. Mais c'est un poison lent. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une crise systémique où d'un seul coup tout va exploser, mais c'est un poison lent. Vous savez, nous ne sommes pas dans un pays à l'américaine, fédéral. C'est-à-dire que lorsqu'une collectivité territoriale investit, par exemple, eh bien, vous avez des conventions signées entre la collectivité territoriale. Ça peut être une agglomération, une région et l'État. Et 9 fois sur 10, ce sont des conventions bi- ou tripartites, qui fait qu'aujourd'hui, si le budget est déroulé par 12e, avec la loi spéciale, eh bien, vous allez avoir les investissements
investissements en cours qui vont se réaliser, mais toutes les nouvelles opérations, jamais elles ne vont se réaliser, si bien que nous risquons vraiment le shutdown au niveau économique. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une véritable crainte, voire de souffrance économique. Bien évidemment, nous ne sommes pas dans une situation où les fonctionnaires ne seront pas payés, on ne veut pas de mal aux fonctionnaires, mais par contre, nous allons petit à petit crever. La crise politique, elle a aussi un effet sur les défaillances d'entreprises, où là, c'est quelque chose de différent. On parle des faillites, on sait qu'il y en a déjà eu en un an 66 000, et que c'est un record, ça ne va pas s'arrêter, le chômage va augmenter. Malheureusement. Est-ce que c'est directement lié, ou là, il faut quand même faire un peu le distinguo entre l'instabilité et les plans sociaux? Alors, nous avons déjà dépassé l'impact de la crise après Covid. C'est-à-dire que lorsqu'on a dépassé les 60 000 défaillances d'entreprises, en 2019, nous étions en dessous de 60 000. Là, eh bien, l'analyse, elle est claire, c'est-à-dire que l'effet rattrapage, il est absorbé. Et là, nous sommes beaucoup plus dans une crise autre qui fait que tout simplement, il y a un manque d'activité dans un tas de filières professionnelles, que ce soit dans les services, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'industrie. Et ne parlons pas du bâtiment où là, c'est vraiment la catastrophe. Donc, l'effet Covid, ça y est, il est pratiquement avalé. Nous restons, somme toute, avec des endettements relativement importants. Parce que rappelez-vous, les aides, les fameuses aides qu'ont eu les entreprises, ce sont des aides d'endettement. Elles étaient nécessaires, mais ce sont des prêts et après, ça se rembourse. Par l'État qu'il fallait rembourser. Voilà. Et maintenant, nous les remboursons. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cet appel, c'est son côté très, très inédit. Ça, c'est vrai que c'est très rare. On a un peu envie de vous dire, alors on vous prend au mot. Pourquoi vous dites que vous êtes plus responsable que nos élus, que nos députés, quand sur les retraites, par exemple, le dossier explosif par excellence, vous n'arrivez pas au compromis? Vous avez entièrement raison. On ne peut pas s'attribuer des étoiles, des épaulettes que nous n'avons pas, nous partenaires sociaux. Il faut bien reconnaître la réalité. Quand il s'agit de traiter des choses compliquées ou des choses qui fâchent, eh bien parfois, on a besoin de l'arbitrage de l'État, parce que sinon, ça n'avance pas. Vous faites référence effectivement à cette fameuse réforme des retraites. Rendez-vous compte, 6 mois de bazar dans le pays. Pourquoi l'arrivée? Pour découvrir que finalement notre système de répartition, par l'évolution démographique, il est déjà en danger. Donc pourquoi n'attendons pas nous, partenaires sociaux, de se saisir par exemple de la mise en place de capitalisation collective gérée entre partenaires sociaux? Ah oui, alors nous je le suis demandons pas à la sûre CPME. que vous ayez l'approbation de l'opinion là-dessus. Sauf que si vous voulez, eh bien, c'est un principe de réalité. Et on ne peut plus s'affranchir de la réalité. Lorsqu'on commence à dire la dette, oh, c'est pas trop grave, ça peut attendre. Lorsqu'on voit l'évolution démographique qui fait que notre régime par répartition peut être en danger, se dire que c'est pas un sujet, qu'il est urgent d'attendre, eh bien... Mais vous êtes d'accord? Pardonnez-moi, je vous interromps. Je vous en prie. Eh bien, c'est là où on commence à faire des bêtises. Nous, partenaires sociaux, on est capable quand même de faire de belles choses. Regardez récemment, on a signé un accord sur les seniors, on a signé un accord sur l'assurance chômage. C'est quand même pas rien. Mais c'est vrai que pour aller beaucoup plus loin, eh bien, il faudrait, nous aussi, se ressaisir. Donc, signer un accord sur les retraites, puisque c'est dans l'air du temps, cette idée d'une conférence sociale, de financement, qui pourrait, le temps de suspendre cette réforme, trouver des moyens de l'améliorer. Vous vous sentez capable, patronat et syndicats, sur les retraites? Nous pourrions avancer sur un sujet. Franchement difficile. Ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas le moindre fifrelin pour élargir, entre guillemets, l'assiette des pensions de retraite. En revanche, il y a un sujet sur lequel on pourrait travailler, c'est sur les métiers qui sont physiquement exposés. Là, je pense qu'entre partenaires sociaux, nous pourrions faire des choses intéressantes. Pourquoi? C'est un petit peu technique, je vais essayer d'être simple, mais avec les caisses assurance maladie, accident du travail et assurance maladie, nous avons des excédents tous les ans que nous pourrions orientés pour accompagner ces salariés qui ont des métiers plus physiques que d'autres. Donc sur la pénibilité. Vous avez très bien travaillé avec Astrid Panosyan-Bouvet. Oui. Vous souhaitez qu'elle soit maintenue au ministère du Travail? Elle n'a pas fait un mauvais travail, donc elle a plutôt fait du bon travail. Si elle reste, ça sera plutôt une bonne nouvelle. Et si François Bayrou était lui aussi censuré à son tour, est-ce qu'un Laurent Berger, dont le nom peut circuler ici ou là, l'ancien patron de la CFDT, serait la bonne personne au bon moment? Très honnêtement, il ne s'agit pas d'une question de casting. Il s'agit maintenant de faire. C'est-à-dire que si jamais M. Bayrou était, si je puis dire, destitué, nous perdrions encore des semaines très importantes. Et là, ça serait encore plus catastrophique pour tout simplement la vie de tous les jours de nos entreprises et de nos salariés. Enfin, c'est l'heure du bilan pour vous, François Asselin, puisque vous passez la main fin janvier, 10 ans à la tête de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Aucun regret?
Oh, mais franchement, j'ai tellement aimé ce que j'ai fait, c'est pas fini, hein, je le savoure jusqu'au 21 janvier prochain. Mais oui, j'ai tellement aimé parce que d'abord, j'ai défendu ma propre vie, je suis entrepreneur de province, voilà, et en défendant ma propre vie, j'ai essayé de défendre celle de tous ceux qui me ressemblent. Ces entrepreneurs, il y a plus d'1 700 000 entreprises en France qui ont au moins un salarié. C'est une vraie colonne vertébrale du pays. Il faut vraiment les soutenir. Nous ne demandons pas d'argent, nous demandons simplement du travail. Vous vous rendez compte? Des Français qui ont envie de travailler. Nous aimons le travail. Eh bien, appuyons-nous sur ces belles valeurs. Ça donnera, un bien fou pour notre pays. Et puis, j'aimerais aussi que pour la jeunesse de notre pays, on parle autrement du travail. Comment voulez-vous aujourd'hui donner envie à un jeune de notre pays d'entrer dans la vie active quand je vois la façon dont on parle du travail? Je peux vous dire que dans nos entreprises, nous connaissons beaucoup plus de jeunes en mode projet qu'en mode rejet. Bon, alors place aux jeunes, à la CPME. Exactement. Merci beaucoup, François Asselin, d'être venu sur le plateau d'LCP. On va terminer avec notre duel du soir. Tout de suite, c'est la question qui fâche. Tir croisé entre deux constitutionnalistes ce soir. Jean-Philippe de Rosier, bonsoir. Bonsoir. Professeur de droit public à l'Université de Lille et Benjamin Morel. Pardonnez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Maître de conférence à l'Université Panthéon-Assas. Et si c'était la solution pour sortir de la crise de François Bayrou à Marine Le Pen, en passant par Jean-Luc Mélenchon, l'idée de la proportionnelle revient en force, comme nous l'explique cette question qui fâche. Signé Baptiste Clément Perrault, pardonnez-moi. Duel de constitutionnalistes juste après. La question qui fâche concerne aujourd'hui un vieux cheval de bataille du nouveau Premier ministre, la proportionnelle. En septembre, alors que la France se cherchait déjà un nouveau gouvernement, voilà ce qu'il en disait à notre micro. On a besoin d'avoir une loi électorale qui soit juste et qui permette à chacun d'exprimer sa personnalité. On appelle ça la proportionnelle. Alors, maintenant aux affaires, va-t-il traduire sa pensée en actes ? À voter. L'élection à la proportionnelle consiste à présenter des listes de candidats et à répartir les sièges de députés en fonction du score obtenu par la liste. Proportionnelle intégrale, partielle, à petite dose, chacun sa recette. Pour les uns, ce serait une plus juste représentation. Pour d'autres, cela favoriserait un esprit de coalition. L'idée en tout cas séduit plusieurs partis et notamment le Rassemblement national. Reçue à Matignon lundi, Marine Le Pen a déjà mis un premier coup de pression. Nous avons bien entendu évoqué les modes de scrutin. Je sais que le Premier ministre est attaché à la proportionnelle. C'est un chantier, comme je lui ai dit, qui devrait être, juste après le budget, une priorité pour permettre que l'ensemble des Français puissent être représentés. La proportionnelle serait avantageuse pour le Rassemblement national, mais aussi pour le Parti socialiste. François Hollande l'a d'ailleurs souligné. Si le Parti socialiste avait été candidat avec un tel mode de scrutin, il aurait été le premier à gauche. Alors, à l'heure où tout le monde a déjà en tête une possible dissolution en 2025, la proportionnelle, bonne ou mauvaise idée ? Jean-Philippe de Rosier, déjà vous avez fait des projections. Vous êtes un des rares constitutionnalistes à vous être demandé ce qui se passerait en cas de proportionnelle. Est-ce que l'Assemblée nationale actuelle aurait véritablement un autre visage ? Non, pas véritablement. Selon la projection que j'ai faite, qui doit être relativisée comme toute projection et qui s'appuie sur des choix subjectifs et donc qui peuvent parfaitement être remis en cause et on peut en faire d'autres. Selon la projection que j'ai faite, je suis parti du résultat aux élections européennes de juin 2024 et j'ai appliqué le résultat aux élections législatives, je l'ai projeté sur les élections législatives, donc sur 577 députés, sur une base régionale, donc en fonction du nombre de députés élus par région, en reprenant le scrutin européen, les résultats dans chaque région. Et la configuration, c'est à peu près ce qui a été dit par la présentation. Le Rassemblement national aurait eu plus de sièges. Reconquête serait entré au Parlement, puisqu'ils étaient présents aux élections européennes. Les petits partis auraient eu vraisemblablement moins de sièges. Horizon, Modem, Parti communiste n'aurait pas eu de sièges, parce que j'ai appliqué un seuil à 5% dans cette projection, et ils n'ont pas franchi le seuil des 5% dans aucune des régions. Les Verts en auraient eu moitié moins. Et LFI se serait à peu près maintenu, et le Parti socialiste, donc, pour vous, ça ne milite pas ?
Pour un changement de mode de scrutin? Non, ça ne milite pas pour un changement de mode de scrutin, pour tout un tas de raisons, mais ça, là, cette projection confirme qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de différence. Nous avons actuellement la proportionnelle. Sans la proportionnelle, nous avons les effets de la proportionnelle, c'est-à-dire le multipartisme exacerbé sans le scrutin proportionnel. Et ça ne permet pas d'émanciper les formations politiques les unes par rapport aux autres, qui est souvent un argument qui est mis en avant aujourd'hui. On dit souvent qu'avec un tour, les électeurs favorisent le compromis et qu'une fois élus, les partis s'entendent, qu'il y a une forme de contrat. Avec la proportionnelle, peut-être. Alors, il y a quand même deux réserves fondamentales à cela. C'est que, premièrement, nous sommes un pays à la culture politique et démocratique qui n'est pas propice au compromis. Comme je le dis toujours avec un point d'humour, la France est le pays qui a inventé le clivage gauche-droite. Et ce n'est pas le pays de la culture du compromis et même en changeant le mode de scrutin? Et je ne pense pas que le changement du mode de scrutin ferait bouger les choses, notamment parce que la proportionnelle est antidémocratique. La proportionnelle est antidémocratique. Vous dites, ça favorise les compromis. Mais ils ont lieu à quel moment? Ils ont lieu après le scrutin, sans être soumis à l'avis des électeurs. Lors des élections législatives avec le scrutin majoritaire à 2 tours, il y a eu des compromis. Le NFP, c'est un compromis. La coalition présidentielle, c'est un compromis. Mais les électeurs ont pu se prononcer sur ce compromis. Certains à gauche n'ont pas voulu voter NFP parce qu'il y avait LFI. Certains à gauche ont accepté de voter Parti Socialiste parce que ce n'était pas LFI. Mauvaise idée, car antidémocratique. Le procès est lourd, est chargé. Oui, Benjamin Morel. Ça voudrait dire qu'à part la France et la Grande-Bretagne, tous les pays européens sont antidémocratiques, étant donné que tous les pays européens sont à la proportionnelle. Et on a une différence avec Jean-Philippe Desrosiers. Quand on prend les études en sciences politiques, on voit qu'il y a un meilleur sentiment de représentation des électeurs. Parce que c'est pas vrai de dire que les électeurs se sentent moins représentés. Si par exemple je votais pour un parti écologiste, eh bien le parti écologiste, à la fin, eh bien, se retrouve dans une coalition, il fait valoir ses priorités. Et donc les priorités du parti écologiste sont là, les priorités du SPD par exemple en Allemagne sont là, et in fine l'électeur se dit « ok, c'est pas tout ou rien ». C'est pas tout ou rien, mais quand même, les priorités qui sont les miennes sont représentées. Donc c'est ça la principale vertu de la proportionnelle? Dans une proportionnelle, vous avez environ 1 électeur sur 2 qui soutient et qui a voté pour l'un des partis au pouvoir. En revanche, prenez les élections de 2017. Les élections de 2017, Emmanuel Macron a 60% des députés. Ça s'appuie sur 34% des votants, 17% des inscrits. Ça veut dire que vous pouvez gouverner avec moins de 2 électeurs sur 10. Et donc forcément, ça crée beaucoup de frustration. Pendant longtemps, le scrutin majoritaire a donné le sentiment d'une représentation. Pourquoi? Parce qu'on avait une bipolarisation de la vie politique. Si dans les années 70, je suis un électeur communiste et que François Mitterrand arrive au pouvoir, c'est quand même la gauche face à la droite. Si jamais je suis un électeur gaulliste et que Valéry Giscard d'Estaing est au pouvoir, c'est quand même la droite face à la gauche. On avait une bipolarisation de la politique qui faisait qu'il y avait un sentiment de représentation. Aujourd'hui, quand vous prenez les enquêtes, aux questions de quel parti vous sentez-vous le plus proche, la moitié des électeurs ne répondent pas. Donc ça ne fonctionne plus. Ensuite, sur la question du sentiment de représentation, et je dirais de la capacité qu'on aurait à construire des majorités. On dit le scrutin majoritaire à 2 tours, ça produit des majorités. C'est pas vrai. Ça n'en a jamais produit avant 1962. Ça en produit dans des conditions très particulières, qui sont des conditions justement de bipolarisation de la vie politique, qui n'existent plus aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. Preuve en est dans l'Assemblée qu'on a. Et donc en la matière, alors déjà la notion de culture politique, moi je ne sais pas ce que c'est la culture politique. Ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire que quand vous regardez des études, ou plutôt des articles de la 4e République, on disait quoi aux gaullistes? On disait mais vous plaisantez, le présidentialisme. C'est pas dans notre culture politique. Oui, d'accord. Donc un mode de scrutin peut changer une culture politique. Évidemment, c'est-à-dire que regardez la culture des compromis, on en a eu sous la 3e République, sous la 4e République, on en a dans les collectivités territoriales. En fait, la culture du compromis, elle s'impose, mais encore faut-il en être libre. Et là aussi, on a un point de désaccord. Le mode de scrutin proportionnel permet beaucoup plus facilement les compromis, parce qu'il fait que les partis, dans un camp politique, ne se tiennent pas par la barbichette. Ça, c'est la grande vertu de la proportionnelle. Non, absolument pas. Je rejoins assez souvent Benjamin Morel dans ces débats, mais je pense que là, il commet un certain nombre d'erreurs. Premièrement, les partis tiennent par la barbichette les élus à partir du moment où il y a la proportionnelle. Parce que qui fait les listes pour les candidatures? Les partis. Ce sont les partis. Et donc, c'est renforcer l'autoritarisme des partis politiques.
la proportionnelle. Premier élément, un électeur sur 2 se sent représenté. La seule façon d'avoir un électeur sur 2 qui se sent représenté, c'est la bipolarisation, le bipartisme. Et justement, le scrutin majoritaire... Mais là, c'est vrai qu'on a 3 partis, ça ne va pas s'arrêter demain. Exactement, ça ne va pas s'arrêter demain. Et donc, si on veut créer ce sentiment-là, eh ben, on adopte le système britannique, avec le système majoritaire à un tour. C'est la meilleure façon d'avoir ce sentiment d'un électeur sur 2 qui se sent représenté. En Allemagne ou en Italie, on n'a pas un électeur sur 2 qui se sent représenté. C'est ce que montrent les études en sciences politiques en la matière. D'accord, mais quand on voit la configuration politique en Italie, il n'y a pas un électeur sur 2 qui se sent représenté, je suis désolé. Et donc, ce n'est pas mais ce sont des démocraties, malgré tout. Oui, ce sont des démocraties. L'Allemagne, l'Italie. Mais vous dites que ça favorise les populismes qui, à force de rester à l'écart, finissent par l'emporter au pouvoir, c'est ça ? Alors, ce n'est pas ça, ce n'est pas le scrutin proportionnel qui favorise le populisme. Ce qui favorise le populisme, c'est quand on fait disparaître les clivages. Et notamment, la grande coalition en Allemagne qui a fait disparaître le clivage entre le SPD et la CDU, c'est-à-dire les sociodémocrates, la gauche, et les chrétiens démocrates, les conservateurs, la droite. Par cette grande coalition, les clivages ont rené ailleurs. On fait monter l'AfD et y compris la gauche radicale. On l'a vu, on a la même chose en France. Depuis qu'il y a Emmanuel Macron, LFI et l'extrême droite progressent parce que effectivement estomper le clivage gauche-droite a permis de les renforcer aux extrêmes. Mais ça, c'est vrai qu'avec une proportionnelle, donc une culture davantage de coalition, le risque, c'est que la coalition contre un parti fasse monter et favorise les extrêmes. Oui, mais ce n'est pas une affaire de mode de scrutin. Encore une fois, prenez le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, ça ne produit pas forcément des majorités absolues. Ça n'en produisait pas sous les républiques précédentes. Et en la matière, je dirais que ce que l'on subit aujourd'hui, c'est une tripolarisation structurelle de l'ensemble du monde occidental. Si on ne change pas la sociologie électorale, aujourd'hui, le mode de scrutin majoritaire à 2 tours ne permet pas à la gauche d'avoir une majorité, ne permet pas au centre d'avoir une majorité. Le seul parti qui a une configuration sociologique qui lui permettrait d'envisager une majorité absolue avec ce mode de scrutin, c'est le Rassemblement national, c'est le seul. Sinon, pour l'instant, on est parti pour une tripolarisation structurelle. Sauf que si je suis un député socialiste et que je veux tendre la main au centre, par exemple, la prochaine fois, je me retrouve avec un insoumis face à moi en cas de dissolution. On sait que la porosité dans l'électorat de gauche est très forte. En revanche, il y a de très mauvais reports du centre sur la gauche. Et donc, pour les 2 tiers du groupe socialiste, je suis mort. Et donc, ce faisant, je ne peux pas tendre la main. Et donc, j'ai une rigidification de mon système d'alliance que je n'ai pas ailleurs, ce qui ne favorise pas la stabilité. Bon, j'espère que chacun se fera son opinion, contre ou pour la proportionnelle. En tout cas, elle fait son chemin. Quelque chose me dit que ce n'est pas encore complètement mûr pour être mis à l'agenda parlementaire. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Ça vous regarde. Et désormais, en podcast sur toutes les bonnes plateformes de streaming. À très vite, demain, même lieu, même heure.